Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé Les outils juridiques de la maîtrise foncière. Il s'inscrit sur un cycle de formation d'introduction à l'urbanisme que nous avons proposé aux élus de l'Isère sur cet automne. Ce soir, on aura une intervention du CAE de l'Isère avec l'établissement public foncier local qui se présentera juste après ce petit mot d'introduction. Je laisse la parole maintenant à Pierre Merle qui va animer ce webinaire. Bonsoir à tous, merci Thibaut. Donc, je suis Pierre Merle, je suis chargé de mission en urbanisme au CAU de l'Isère. Et ce soir, dans ce webinaire consacré aux outils du foncier, je serai accompagné de Vincent Rémy, qui est directeur général de l'établissement public foncier local du Dauphiné, et de Sabine Perret, qui est directrice du pôle action foncière à l'EPFL. Donc, ce webinaire qui se déroulera jusqu'à 20 h normalement sera organisé selon les points suivants. On va commencer par une présentation assez rapide à la fois du CAE et de l'EPFL comme acteur au service des collectivités locales. On enchaînera sur un préalable consacré à l'importance du foncier, pourquoi aujourd'hui, pour les collectivités, il est si impératif, si stratégique de maîtriser le foncier. Et puis, on rentrera un petit peu dans le dur par la suite en vous détaillant ce soir une dizaine d'outils qui vous permettent de maîtriser le foncier. On commencera par les outils qui relèvent stricto sensu de l'acquisition. On enchaînera ensuite dans un deuxième chapitre sur les outils qui relèvent plutôt du PLU, du plan local d'urbanisme. Et puis, on terminera par des outils un petit peu plus complexes qui relèvent de l'urbanisme de projet. Entre chacun de ces chapitres, vous aurez le temps de poser des questions. Un temps sera dévolu aux questions des spectateurs. Simplement aussi pour préciser que ce soir, nous n'aborderons pas les outils spécifiques relatifs au foncier agricole qui mobilisent en général un acteur qui s'appelle la SAFER et qui n'est pas là ce soir avec nous. Je vais commencer rapidement par présenter le CAE et cette présentation a déjà eu lieu dans les webinaires précédents. Donc, nous sommes une association départementale avec un statut particulier puisque nous avons une mission d'intérêt général, la mission de défendre les questions de qualité dans les projets d'aménagement. La loi nous donne 4 missions fondamentales: conseiller les collectivités, conseiller les particuliers, informer et sensibiliser et former. Donc, ce soir, on est sur un champ qui relève à la fois de la sensibilisation et du conseil aux élus. Aussi pour vous dire que le CAE accompagne les collectivités, notamment dans les phases préalables à tout projet. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je vais passer la parole à Vincent Rémy, directeur général de l'EPFL, pour présenter sa structure. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Rémy, directeur général de l'EPFL du Dauphiné. Un EPFL, c'est un établissement public foncier local. Donc, on est 25 en France à faire ce métier. Il y a aussi une dizaine ou douzaine de établissements publics fonciers d'État, donc ils sont créés à l'initiative de l'État. Les EPFL locaux sont créés à l'initiative des collectivités locales. Donc, la mission des EPF est une mission d'abord de service public, apporter de l'ingénierie foncière sur les territoires. On est financé par un impôt, et cet impôt s'appelle la taxe spéciale d'équipement qui est prélevée sur les 4 taxes locales. Ça nous permet, dans un premier temps, d'accomplir cette mission de service public, de conseil, très en amont de vos projets. Sinon, le métier premier en fait des établissements publics fonciers, c'est d'accompagner les territoires, les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre des projets d'aménagement en effectuant toute la partie foncière des projets d'aménagement en amont de la réalisation du projet. Donc ça passe bien évidemment par la question stratégique, comment aborder le volet foncier de vos projets d'aménagement. Ça passe par l'évaluation des prix de revient, on y reviendra tout à l'heure, hein, l'évaluation des prix, mais aussi la négociation, c'est un métier, la contractualisation avec les territoires, mais aussi d'autres partenaires, et bien évidemment les acquisitions. Quand on a acheté, on est propriétaire d'un bien, généralement on achète des biens dans des secteurs de renouvellement urbain, dans des secteurs où il faut requalifier le foncier, et c'est un deuxième métier que l'on développe, la requalification foncière immobilière, c'est les travaux qu'il faut réaliser, donc ça va de la déconstruction, désamiantage, les problématiques de dépollution,
de préparation en fait des terrains pour amener un foncier prêt à l'usage, prêt à être versé à la réalisation du projet. Donc en fait, on a deux cœurs de métier essentiels, hein, l'action foncière et la requalification foncière immobilière. Entre les deux actions, il nous arrive aussi de faire de la gestion transitoire. On a l'acquisition de biens et qui peuvent permettre, avant d'être déconstruits, avant d'être versés à un projet, de faire l'objet d'usages transitoires pour tout type d'usages qui peuvent être réalisés sur nos biens. Aujourd'hui, le territoire de PFL Dauphiné, en ce qui concerne l'Isère, c'est 4 PCI. Donc la métropole de Grenoble, le Voironnais, Bièvre-Est et puis Saint-Marcellin vers Corps-Isère. Nous avons aussi quelques communes adhérentes isolées et vous avez sur le périmètre aussi un périmètre de cohérence, de pertinence par rapport à notre action, le bassin de vie sur lequel on travaille, qui pourrait permettre l'adhésion des 5 autres PCI, le Vercors, le Grésivaudan, l'Oisan, la Matésine et la Trièves. Merci Vincent. Alors, pourquoi aujourd'hui consacrer dans ce cycle d'introduction à l'urbanisme, de b.a.-ba à l'urbanisme, un volet sur la maîtrise foncière? C'est parce que cette maîtrise foncière, elle est de plus en plus stratégique pour les collectivités. Vous entendez peut-être souvent ce chiffre qui pointe que tous les 7 à 10 ans en France, on consomme l'équivalent d'un département en urbanisation d'espaces vierges. On voit que cette consommation, elle est aujourd'hui pointée comme étant de plus en plus problématique, d'autant que le foncier a pris une valeur de plus en plus forte, voire de plus en plus lourde. On met souvent en avant que au cours de la première décennie des années 2000, le prix moyen du foncier constructible en France a augmenté de 60%. Donc, ce coût du foncier, il pèse de plus en plus dans les projets des collectivités. Et puis, c'est aussi une des particularités du foncier, c'est que tous les biens ne se valent pas. Et on sait aussi en Isère qu'en raison du relief, en raison des risques divers, eh bien, le foncier qui paraît utile, en fait, est beaucoup plus restreint que ce qu'on pourrait penser. De façon parallèle, vous avez aussi été témoin, vous, élus, ces 20 dernières années, d'une évolution de la législation qui de plus en plus encadre cette utilisation du foncier, notamment qui essaye de limiter cet étalement urbain depuis la fameuse loi SRU en 2000. On a eu les lois Grenelle, les lois Allure, les lois Elan. Ces lois, elles vous engagent à limiter l'urbanisation en extension. Elle vous engage aussi à essayer de densifier un petit peu vos tissus déjà urbanisés et puis à procéder à ce qu'on appelle du recyclage foncier, c'est-à-dire réutiliser des fonciers qui étaient préalablement urbanisés et qui sont parfois en friche. Aujourd'hui, la stratégie de l'État, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion, c'est celle du zéro artificialisation nette. Retenez bien cette expression. L'objectif étant qu'en 2040, on endigue complètement l'étalement urbain. Donc, c'est un objectif assez ambitieux. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, aujourd'hui, vous, collectivités, les fonciers sur lesquels vous devez travailler pour faire vos projets, ils sont de plus en plus ciblés, ils sont de moins en moins dus au hasard. Alors la question foncière, elle pose d'abord la question de la politique de la collectivité. Cette question de la politique d'aménagement, vous pouvez un petit peu la formaliser au moment de la rédaction de votre plan local d'urbanisme et notamment de la phase PADD, projet d'aménagement et de développement durable, qui vous permet un petit peu de formaliser les choses, mais elle porte aussi sur tout un tas d'autres politiques. Vous, collectivités, vous êtes de plus en plus intéressés à travailler sur des enjeux à la fois qui relèvent de questions privées comme l'habitat, sur des enjeux de mixité générationnelle, de mixité sociale. Vous intéressez de plus en plus aux questions commerciales aussi, de maintenir du commerce de proximité dans les centres anciens. Toutes ces questions-là, elles demandent finalement à la collectivité de se positionner sur des champs très très larges. Néanmoins, travailler sur un document d'urbanisme, ce n'est pas suffisant pour définir une politique d'aménagement. Faire simplement un zonage en soi, ça ne vous permet pas de faire sortir des projets, et maîtriser, contrôler le foncier est un impératif.
Se pose alors la question de la stratégie foncière, c'est-à-dire quels moyens vous vous donnez finalement pour mettre en œuvre vos projets politiques et vos projets très concrets, avec quels acteurs vous entourez. Le PFL du Dauphiné peut être un de ces acteurs. Quels outils vous mobilisez? Aujourd'hui, on va détailler une dizaine d'outils très concrets qui vous permettent de mettre en œuvre votre politique d'aménagement. Et surtout, la stratégie, elle demande une certaine anticipation des choses. On verra ce soir avec les outils qu'on vous présente que, en soi, acquérir du foncier, quand on est une collectivité et qu'on est déterminé, c'est pas très compliqué. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on acquiert un foncier qui est pertinent et à un coût qui est pertinent. Et la question de la stratégie, elle permet d'anticiper un petit peu ces questions-là. La question de la stratégie, elle demande surtout de s'intéresser à des données un petit peu précises qui vous permettent aussi de définir vos arbitrages. Et je vais passer la parole à Sabine Perret de l'EPFL qui va un petit peu illustrer ces questions d'observatoire foncier. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, le PFL a accompagné ces territoires et notamment Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté dans l'élaboration de son PLH et le volet foncier du PLH, qui n'est pas été jusqu'au bout, mais qui était sur comment en fait on met en œuvre à un moment donné les objectifs qu'on se fixe. Donc c'est un travail qui a été mené avec l'agence d'urbanisme, qui était le maître d'œuvre de l'étude et avec lequel on a travaillé sur le repérage des gisements fonciers, regarder comment on pouvait prioriser les gisements fonciers qui étaient intéressants à mobiliser pour réaliser les opérations de logement et notamment de logement social. Qualifier ces gisements au regard de la dureté foncière, ça reste qu'à un moment donné, ils vont être faciles à acquérir, difficiles. Et puis, l'objectif, c'était de déterminer à un moment donné les priorités d'intervention. À la fin, effectivement, d'une stratégie foncière, c'est se dire, eh bien, une fois qu'on a passé le tamis de tout ça, quelles sont les priorités d'intervention à l'aune des objectifs et des orientations du PLH. On n'est pas allé plus loin sur ce secteur-là, ce qui aurait fallu l'étape d'après, c'était la délimitation à un moment donné de périmètre opérationnel. Et puis là, on arrive sur une capacité et un préchiffrage des opérations sur les fonciers prioritaires pour évaluer et après définir un planning d'action foncière sur les secteurs prioritaires. Donc ça, c'est l'avis rêvé selon le PLH, mais déjà dans le premier point, arriver à repérer, caractériser et surtout prioriser. À un moment donné, se dire ce qui va relever la maîtrise foncière, il y a deux objectifs. Soit on maîtrise aussi par l'urbanisme négocié autour de la règle du projet, on parlera tout à l'heure du PLU, et puis à un moment donné, quand on veut réellement réaliser un projet dans un temps déterminé, il y a la question de la maîtrise publique du foncier pour réaliser que ce soit du logement ou du développement économique sur le territoire. Le deuxième sujet qui est plus prospectif, Pierre, voilà. Alors je suis désolée, vous n'allez peut-être pas voir, c'est écrit peut-être plus petit. C'est dans l'essor du zéro artificialisation nette, c'est comment on recycle nos friches urbaines. Quand je dis urbaine, c'est pas que ça veut dire nécessairement les friches qui sont à l'intérieur que des centres-villes. C'est toute la question des friches, des bâtis existants et des friches urbanisées. Et là, avec l'agence d'urbanisme, on est en train de mener un travail sur cet observatoire des friches urbaines, sur l'ensemble de nos 4 territoires, de nos 4 EPCI, avec un système de repérage, de caractérisation, et de se dire, repérer pour repérer, ça ne nous intéresse pas beaucoup, nous, au PFL. Notre question, c'est l'action et l'opérationnalité. Donc, quel potentiel de valorisation? Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de questions de compensation environnementale. On sait qu'on a des friches, notamment industrielles, qui sont aujourd'hui en bord de rivière, isolées. La question de la renaturation et une bourse à un moment donné sur la compensation agricole et environnementale va se poser, requalifier ces friches et les renaturer, en faire des vrais enjeux de biodiversité et de redéploiement de la biodiversité, permet d'avoir d'autres projets peut-être de développement sur le territoire. Et à l'aune où on va nous attaquer en 2021 notre programme pluriannuel, notre nouveau programme pluriannuel d'intervention, la priorisation d'action. Voilà. Merci Sabine. On va rentrer dans le dur d'une certaine façon en commençant le déroulé des différents outils concrets relatifs à la question foncière et en abordant les outils qui vous permettent d'acquérir, vous, collectivité, le foncier. Donc, on commencera par l'outil de base, l'acquisition amiable.
On évoquera après l'outil de préemption urbain, le droit de préemption urbain, et puis on terminera par la fameuse expropriation qu'on essaiera un petit peu de démystifier ce soir. Alors, l'acquisition amiable, c'est la procédure la plus légère, la plus facile que vous, collectivité, que vous puissiez mettre en œuvre. Elle correspond à une transaction de gré à gré, donc vous êtes finalement un acquéreur comme un autre qui dialoguait avec un propriétaire. Vous pouvez l'utiliser en complément de tous les outils qu'on va aborder par la suite, en complément de la préemption, de la zone d'aménagement différé, de l'expropriation ou d'outils relevant du PLU, mais aussi en l'absence de tous ces outils-là. Il faut savoir que l'acquisition amiable, elle représente la grande majorité des acquisitions qui sont réalisées par les collectivités et elle ne demande pas de formalité administrative particulière. Elle est assez simple à mettre en œuvre, mais il y a certaines précautions à avoir puisque en tant que collectivité, vous êtes une personne publique, donc vous avez des obligations différentes qu'une personne privée. La première de ces précautions, c'est que le budget de la collectivité doit prévoir la somme versée pour acquérir le bien. Et puis, la deuxième obligation, s'il n'y a pas eu de délibération particulière, de délégation spécifique donnée au maire ou au président de l'intercommunalité, eh bien, la deuxième chose, c'est que l'Assemblée délibérante doit délibérer pour autoriser cette acquisition ponctuelle. Petit focus sur ce qu'on appelle l'avis des domaines. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression, on va saisir les domaines, on va saisir France Domaine. France Domaine, c'est l'ancien nom d'un organe de l'État qui s'appelle aujourd'hui la DIE, la Direction de l'immobilier de l'État, et qui est chargé, entre autres, d'évaluer la valeur vénale, la valeur financière de certains biens fonciers immobiliers pour le compte de personnes publiques. Il faut savoir que vous, collectivités, vous êtes obligés de saisir l'avis des domaines pour toutes les transactions supérieures à 180 000 € hors taxe. Les domaines sont censés vous répondre sous un mois. Alors, comment les domaines travaillent pour faire cette estimation? Ils utilisent une méthode qui n'est pas la seule qui existe, on va le voir, qui s'appelle la méthode comparative. Hein, c'est une méthode toute simple. Les agents des domaines essayent de trouver dans un secteur proche du bien en question, un bien qui a la même valeur et qui a les mêmes caractéristiques et qui a fait l'objet d'une transaction récente et qui essaye, en regardant le prix, le montant de la transaction, d'une certaine façon, de le caler sur le bien dont vous demandez l'évaluation. Et je vais passer la parole à l'EPFL pour son regard sur l'évaluation des biens. Oui, donc c'est un peu… Vous m'entendez? Oui, oui. C'est le nerf de la guerre, en fait, qu'on aborde là. Avant de négocier, qui est aussi un autre métier, un des métiers importants développés par le PFL, tous les acteurs du foncier, c'est d'abord de savoir évaluer un bien avant d'aller le négocier, avant d'en discuter même avec un propriétaire ou un acquéreur. Il faut savoir donner une valeur à ce bien. Et donc, effectivement, on a plusieurs méthodes comparatives qui sont celles qui sont utilisées par tous les experts en évaluation de biens et qui est retenue aussi par les tribunaux, les juridictions. C'est un panel en fait, de 4 méthodes d'évaluation que l'on essaye en fait, en fonction des biens qui sont évalués, d'utiliser, et jamais une seule, mais plutôt 2, voire 3, afin de déterminer le meilleur prix. Après, on fait un choix entre les résultats de ces 3 méthodes. Donc, on a une première méthode qui est la méthode comparative, qui est celle de l'évaluation de biens qui ressemblent à celui qu'on va acheter et dont on a déjà une valeur puisqu'on l'a identifié à travers des transactions qui ont eu lieu et on est capable de dire à ce moment-là, en comparaison, les caractéristiques, l'implantation, l'état même du bâtiment, à peu près ce que vaut ce bien-là. Donc là, on est vraiment en comparaison de références qu'on va aller chercher sur le territoire et qui vont nous permettre d'établir en fait un référentiel de valeur. Donc l'idéal, c'est quand même de partir sur plusieurs références et d'essayer de trouver celle qui se rapproche le plus des caractéristiques du bien qu'on veut évaluer. Après, on a une méthode qui est la méthode de la rentabilité locative, hein, celle qui permet de se mettre à la place d'un investisseur. Et l'investisseur va dire, je vais être capable d'acheter ce bien-là parce que je vais lui réaliser tel type de travaux derrière et je pourrais le louer et avoir une rentabilité, celle que je détermine moi-même par des critères de rentabilité
Ça dépend du lieu où vous êtes. À Paris, la rentabilité recherchée n'est pas la même que celle qu'on a à Grenoble et ni en secteur plus rural. Donc, c'est une autre méthode qui permet de donner une valeur qui est celle d'un investisseur. Vous avez aussi la méthode du compte à rebours, qui est celle qu'utilisent en fait les aménageurs. Et là, vous démolissez un bien, vous allez requalifier un bien et vous allez en fait créer de la charge foncière. Et donc, vous allez partir de ce que ce que devrait coûter le terrain après requalification pour pouvoir être aménagé. Donc, vous allez faire, on appelle ça un compte à rebours. Je pars du résultat et je redécortique, je démonte mon prix de vente finale pour arriver à une valeur admissible pour acheter le foncier. Il y a une autre méthode, la méthode par les coûts, donc là qui est une méthode un peu plus complexe. Je ne vais peut-être pas la détailler parce qu'elle est très peu utilisée. Je vous propose de retenir les 3 que je viens de vous détailler qui sont les plus utilisées, les plus parlantes. Merci. On va enchaîner sur le droit de préemption urbain. Donc, le droit de préemption urbain, c'est un outil qui est propre aux documents d'urbanisme, donc PLU et carte communale, et c'est un outil qui est facultatif et qui vous permet, vous, collectivités qui en êtes détentrices, de sortir du bois d'une certaine façon au moment où une transaction a lieu et de vous porter acquéreur du bien qui est en jeu s'il est dans le secteur qui est soumis au droit de préemption urbain. Alors, c'est un outil du coup qui ne vous permet pas d'obliger un propriétaire à vendre. C'est simplement un outil qui vous permet, au moment où une vente a lieu, de devenir éventuellement propriétaire. C'est un outil qui a des avantages, qui vous permet d'étaler des acquisitions dans le temps, c'est-à-dire d'acheter régulièrement au fur et à mesure que vous voyez les transactions avoir lieu, et qui vous évite de recourir à l'expropriation si une transaction est possible. Et c'est un outil, on va le voir, qui vous permet surtout de vous constituer un observatoire local des prix à la fois fonciers et immobiliers sur votre territoire, puisque vous avez en fait sous les yeux régulièrement les différentes transactions qui vous sont envoyées. Je vais détailler ça dans la suite. Donc, où est instauré le droit de préemption urbain? Eh bien, uniquement dans les zones U ou AU du PLU, et éventuellement dans une partie des zones constructibles de la carte communale s'il y a un projet qui le justifie. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le droit de préemption urbain pour les questions naturelles et agricoles. Il y a d'autres outils qui existent pour cela. Il faut justifier l'instauration, l'utilisation du recours à la préemption quand vous voulez faire jouer cet outil. Alors, les justificatifs, ils sont très divers. Ça peut être des questions de projets urbains, de renouvellement urbain, de politique de l'habitat, de questions de maintien d'activité ou développement d'activités économiques, des questions liées aux infrastructures de loisirs ou de tourisme, classiquement la réalisation d'équipements collectifs. Dans des centres anciens dégradés, ça peut être la question de la lutte contre l'insalubrité, la protection du patrimoine bâti et éventuellement la constitution de réserves foncières. Le droit de préemption urbain, il ne vous permet pas, quand c'est le droit de préemption urbain simple, d'acquérir des immeubles bâtis depuis moins de 10 ans. Vous ne pouvez pas vous porter sur ces transactions-là, ni les immeubles vendus par les bailleurs sociaux, ni les appartements isolés, notamment en copropriété, ni les biens en vente en l'état futur d'achèvement. Vous avez un outil complémentaire qui s'appelle le droit de préemption urbain renforcé, alors qui, comme le droit de préemption urbain est simplement mis en place par une délibération de l'organe compétent au document d'urbanisme, simplement il faut le motiver quand vous l'instaurez. C'est un droit de préemption qui étend le champ des biens acquérables aux immeubles de moins de 10 ans et aux appartements isolés. Donc ça peut être intéressant, mais il faut le justifier, par exemple, en mettant en avant que, par exemple, vous avez un centre ancien dégradé avec des appartements isolés que vous voulez acquérir et pour lesquels vous devez avoir le droit de préemption urbain renforcé pour pouvoir vous porter acquéreur. La vigilance, c'est que quand vous instaurez le droit de préemption urbain renforcé, il faut saisir l'avis des domaines pour tous les projets d'acquisition. Il n'y a pas le seuil des 180 000 € hors taxe.
Alors, la conséquence concrète de l'instauration du droit de préemption urbain, c'est que pour toutes les transactions qui seront soumises à ce droit de préemption, donc sur les secteurs que vous aurez délimités, les propriétaires vendeurs devront envoyer à la commune du bien en question, enfin la commune sur laquelle est positionné le bien, une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner. Une DIA, c'est simplement un CERFA en fait qui va notifier à la collectivité la vente, c'est notamment le bien et le montant de la vente qui va avoir lieu. Pendant 2 mois, la collectivité, elle peut se prononcer sur l'opportunité d'acquérir ce bien, et si elle ne répond pas, ben, on considère qu'elle renonce à cette acquisition. Si vous observez sur votre collectivité qu'il y a une transaction qui a eu lieu et qui n'a pas fait l'objet d'une DIA, c'est-à-dire que vous n'avez pas été mis au courant, entre guillemets, de cette transaction-là, dans les 5 ans à la suite de cette transaction, vous pouvez faire casser la vente. Donc, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Dans le cas où vous souhaitez acheter un bien, vous avez reçu une DIA et le bien qui est sujet de cette transaction, il vous intéresse, il y a plusieurs options qui peuvent être en jeu. Soit le montant de cette transaction, il vous convient et simplement vous achetez au prix qui est convenu. Simplement, ce ne sera pas le vendeur privé initial qui sera propriétaire, ce sera vous. Soit vous n'êtes pas d'accord sur le montant de cette transaction-là. En général, c'est que vous la trouvez un petit peu chère, vous voulez faire baisser le prix. Donc, vous pouvez négocier à l'amiable avec le propriétaire pour faire baisser le prix. Et si vraiment aucune des parties n'est d'accord, eh bien, ce sera le juge de l'expropriation qui sera saisi pour fixer le prix de cette transaction. Le droit de préemption, il ne vous oblige pas, enfin, il vous oblige à avoir un motif pour faire usage de ce droit-là, mais il n'y a pas de délai imparti pour, par exemple, affecter le bien foncier à l'usage qui était prévu. Simplement, si au bout des 5 ans, vous décidez d'affecter ce bien à un autre usage que celui qui a fait l'objet de la déclaration de préemption, eh bien, vous devez mettre au courant le propriétaire initial et éventuellement lui proposer de racheter son bien. Alors, l'avis de l'EPFL sur cet outil préemption? Pour nous, c'est ce qu'on appelle. Alors, soit c'est un outil qui fait partie de la palette. À partir du moment où la collectivité a défini sa stratégie foncière, notamment une stratégie d'intervention, par exemple sur son centre ancien, on mène des acquisitions amiables et puis il y a des choses qui se passent plus vite ou qui échappent. Donc, ça nous permet à un moment donné de réagir à l'opportunité dans un secteur dans lequel on a défini une opération. Voilà. C'est toujours, faut quand même se dire, on peut se le dire là, à un moment donné, c'est quand même une action assez forte, puisqu'on vient casser à un moment donné peut-être un projet d'un particulier qui avait un projet sur le bien qu'il vient acquérir. Donc c'est vraiment la motivation de la préemption, elle doit bien être sur un projet d'intérêt général. Et le fait de l'avoir des fois déjà concerté, ce projet, présenté, voilà, ça renforce l'intérêt public d'aller. Donc nous, on en fait. On a souvent des délégations des droits de préemption des collectivités qui nous sont transférées pour faire l'action à leur place, puisqu'elles n'ont peut-être pas nécessairement tout de suite le budget pour le faire, ou il faut se remembrer tout un secteur, soit en foncier, soit en immobilier, avec plusieurs appartements pour pouvoir réaliser l'opération. Donc voilà, c'est une opération qui, en point de vigilance, 2 mois, c'est très court. Donc le temps que des fois la collectivité nous en informe et qu'on évalue, on a toute une question autour de l'évaluation du bien. Est-ce que c'est le bon prix à un moment donné? Puisque la question de la révision de prix dont parlait Pierre, elle doit être quand même motivée, regardée. Et c'est vrai que nous, je mets mon point de vigilance, c'est que quand on est informé un peu trop il nous reste 15 jours des fois pour nous retourner en termes de notification. On est un peu court sur l'action de l'évaluation. Est-ce le bon prix? Est-ce que le projet il est bien effectivement motivé? Et si on va à la révision de prix, est-ce qu'on a bien la bonne motivation, c'est-à-dire la bonne évaluation, voilà, du prix? On a réalisé là où on peut aller en droit de préemption beaucoup plus facilement.
On a effectivement un emplacement réservé, par exemple. On en parlera tout à l'heure. La collectivité a instauré un emplacement réservé, que ce soit pour produire du logement social ou un emplacement réservé d'équipement. Le bien est touché et affecté par cet emplacement réservé. C'est d'autant mieux parce que ça fait la motivation est d'autant plus légitime sur le fait d'y aller et de récupérer ce bien. Ouais. Alors Sabine, tu parlais de la préemption comme un outil un petit peu fort. On va voir un outil qui est encore plus fort, qui est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors c'est un outil qui est un petit peu particulier. Le Code civil nous dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Le droit de propriété, c'est un droit fondamental, donc on ne peut pas le bafouer entre guillemets si facilement. L'expropriation, c'est en fait l'opération qui vous permet d'acquérir de force un bien, et c'est une opération qui est une compétence de l'État. Souvent, on dit la commune m'a exproprié ou telle collectivité m'a exproprié. En fait, dans les faits, c'est l'État et notamment la justice qui procède à cette mesure-là. C'est une mesure qui ne peut être mise en place que si l'opération a été déclarée d'utilité publique. On va le voir à la suite d'une enquête. C'est un outil qui parfois est incontournable parce que c'est l'unique moyen d'acquérir un foncier si le propriétaire refuse de vendre. Et il y a beaucoup de cas où finalement les propriétaires ne veulent pas vendre, soit parce qu'ils font ce qu'on appelle de la rétention foncière, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent attendre entre guillemets pour que le bien prenne la valeur, soit simplement ils ne veulent pas aider la collectivité ou ils ne souhaitent pas le projet qui est porté par celle-ci et ils se disent que jamais, jamais, ils ne vendront. Alors, comment ça se passe? On dit souvent que une expropriation, elle se passe en deux phases. Donc, je parlais de déclaration d'utilité publique, c'est ce qui permet de justifier cet outil-là. Il se déroule dans une première phase qui est dite administrative et puis on verra par la suite la phase judiciaire. La phase administrative, elle commence assez simplement par une saisine des domaines. Vous devez essayer de demander au domaine, enfin, vous devez demander au domaine d'évaluer les biens que vous souhaitez acquérir. Et à la suite de ça, monter un dossier qui doit être le plus précis possible sur votre projet d'aménagement. Le conseil délibérant de la collectivité en question doit ensuite saisir le préfet à travers une délibération qui va mener à l'envoi de ce dossier au préfet. Et là, la machine, entre guillemets, de la préemption se met en place. Le préfet va entrer en contact avec le tribunal administratif qui va nommer un commissaire enquêteur. Alors, le commissaire enquêteur, sa mission, ça va être de mener une enquête publique qui va essayer de déterminer si vraiment le projet qui est porté par la collectivité, il est d'intérêt général. Est-ce que la collectivité elle a vraiment besoin de mettre en œuvre ce projet? Est-ce qu'elle est obligée de le mettre en œuvre sur ce foncier-là? Est-ce qu'elle n'a pas des alternatives sur son patrimoine déjà existant? Donc, si on est sur un projet de droit commun, c'est une enquête publique assez simple qui dure au moins 15 jours. Et si on est sur une enquête, sur un projet qui peut porter atteinte à l'environnement, là, on sera sur une enquête publique d'un mois minimum. Alors, la particularité du commissaire enquêteur, c'est que collectivité, vous ne le choisissez pas, mais par contre, vous le rémunérez. C'est-à-dire qu'il faudra avoir en tête que cette enquête publique, elle aura un coût de plusieurs milliers d'euros. À la suite de cette première enquête publique, le commissaire enquêteur met en œuvre une enquête parcellaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de déterminer quelles sont les parcelles qui seront à acquérir, et donc il va aller aussi voir les propriétaires, essayer aussi d'entendre leur point de vue. Et si tout ce processus-là arrive à son terme, eh bien, on entre dans la phase judiciaire. Cette fois, c'est le moment où le juge de l'expropriation entre en jeu et va, s'il n'y a pas eu accord amiable d'ici là, eh bien, procéder à la fois à l'estimation de la valeur des biens et surtout des dédommagements, puisqu'il y a aussi des frais de dédommagement que la collectivité va devoir d'une certaine façon donner aux propriétaires dont les biens seront acquis contre leur gré. Le regard de l'EPFL sur cet outil qui est un petit peu radical mais qui peut parfois être utile.
C'est l'outil, eh bien c'est ce qu'on disait, hein, si on a un panel d'outils, c'est qu'on a besoin d'une palette complète. Nous, quand on intervient, on commence bien évidemment par toute la question d'acquisition amiable, mais on a déterminé un périmètre, on sait qu'on a un projet à atteindre dans un temps assez déterminé. Donc, la question de la mobilisation, comme tout à l'heure le droit de préemption, mais aussi l'expropriation, c'est de se donner les moyens d'atteindre la réalisation du projet dans un temps donné et de ne pas avoir juste une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Voilà. Donc aujourd'hui, alors en direct, on n'en a pas encore mené ni été complètement confronté. On a une opération, on a une commune sur lequel j'ai une collaboratrice qui est mobilisée sur un dossier de DUP, qui est d'ailleurs une commune rurale sur le secteur de Saint-Marcelin vers Corrizère communauté. Donc c'est pour dire que ça se passe à toutes les échelles. Hein. Dès lors qu'on veut un projet, ben, effectivement, on se donne les moyens d'essayer d'aboutir à la maîtrise foncière, à la réalisation du projet. Par contre, aujourd'hui, moi, je sollicite un certain nombre de mes collectivités en disant, voilà, on est allé au bout de la procédure de l'amiable, au bout, et il me reste un bien à acquérir pour finaliser. C'est le puzzle, la pièce du puzzle manquante, et on n'a pas le choix. Si on voulait vraiment réaliser le projet, eh bien, il va falloir déclarer d'utilité publique et aller jusqu'au bout de la procédure. Très bien. Thibaut, est-ce que ces outils relatifs à l'acquisition suscitent des questions? Plusieurs questions. Une première question pour le PFL sur vos interventions. Une commune a acquis un foncier en 2018 avec des locaux commerciaux, des locaux occupés, d'autres locaux vides. Ça génère des déficits et il demande si vous pouvez intervenir sur des biens qui sont déjà acquis. Alors, c'est malheureusement pas la pratique habituelle. On pourrait le faire dans la mesure où ces acquisitions viendraient s'intégrer dans un projet beaucoup plus vaste qui nécessiterait qu'on intervienne plus largement et qu'on acquiert d'autres biens. Mais à la rigueur, on n'est même pas obligé d'acheter ces biens si l'action foncière qu'on va mener, le remembrement qu'on va mener, permettent de réaliser une opération plus globale. Et à ce moment-là, la collectivité qui a acheté ces biens pourra les verser avec notre partenariat, verser au projet. Mais on peut le faire. Mais si on doit acheter ce bien-là qui appartient à la collectivité et ne rien faire d'autre que le porter, on n'aura pas, à part apporter un peu d'argent à la collectivité, on n'aura pas fait avancer grand-chose. Merci pour cette réponse. Pierre, une petite précision sur le droit de préemption. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'en RNU, il n'existe pas de droit de préemption? Non, en RNU, il n'y a pas de droit de préemption possible. Merci. Une autre question sur les déclarations d'intention d'aliéner, les DIA. Qui sont à l'origine des DIA? DIA, en fait, c'est dans déclaration d'intention d'aliéner, il y a la notion d'intention d'aliéner. Donc, c'est l'intention de vendre. Donc, en fait, c'est le vendeur qui dépose une DIA. Il peut le faire lui-même ou il peut le faire par l'intermédiaire de son notaire si il est passé par un compromis. Mais en tout état de cause, la DIA doit être déposée avant d'avoir signé l'acte. Sinon, on revient à ce que disait Pierre tout à l'heure sur une vente qui a été faite sans avoir purgé le droit de préemption. Donc, c'est toujours à l'initiative du vendeur ou de son prestataire, peut-être le notaire ou un agent immobilier qui va déposer pour lui. Mais on peut aussi déposer des déclarations d'intention d'aliéner sans avoir d'acquéreur. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les DIA offres, qui permettent de solliciter par cet intermédiaire l'avis de la collectivité dans un secteur où elle a déjà préempté et de voir très rapidement si la collectivité est intéressée par le bien. Et si la collectivité ne donne pas suite à cette déclaration d'intention d'aligner offre, eh bien, le vendeur peut à leur moment trouver n'importe quel acheteur à ces conditions, en tout cas aux conditions qui ont été stipulées dans la DIA. S'il change les conditions, il faut qu'il redépose une nouvelle DIA. Merci pour cette réponse. Une autre question par rapport à la préemption. Construire du logement social est-il un motif d'intérêt général systématiquement valable pour préempter?
Oui, on est sur un outil, on est sur un motif évidemment d'intérêt général. Nous, à l'EPF, on est effectivement amené, par exemple, à préempter beaucoup sur ce motif. Alors, c'est pas beaucoup préempté, c'est préempté sur essentiellement ce motif de réalisation de logement social, de réalisation du coup des objectifs du PLH, notamment dans les communes déficitaires, voire carencées en logement social. Merci. Une autre question par rapport au domaine, la saisie des domaines. On nous demande si un emplacement réservé a été mis en place dans un PLU, est-ce qu'il est nécessaire de saisir les domaines pour la déclaration d'utilité publique? Peut-être expliquer un peu l'articulation entre document d'urbanisme et la démarche de DUP. Alors, on va aborder la question de l'emplacement réservé tout à l'heure, mais l'emplacement réservé, il donne pas, j'en parlerai, il donne pas automatiquement droit de préemption. C'est-à-dire qu'il faut articuler les deux outils différemment. Peut-être qu'on Alors, un peut petit passer à la... complément, Oui, peut-être un vas-y. petit complément sur ce sujet-là. L'emplacement, va falloir passer effectivement par l'emplacement réservé, il va d'autant plus motiver la déclaration d'utilité publique, mais effectivement, il faudra passer par la déclaration d'utilité publique et ensuite la procédure de DUP, mais elle est d'autant plus motivée qu'on a déjà quelque part déjà donné les intentions de la collectivité dans le règlement de PLU, et notamment le règlement graphique sur les intentions qui étaient souhaitées avec cet emplacement réservé, que ce soit un équipement, une voirie ou du logement social. Ce que je vous propose, c'est de prendre les autres questions par la suite, comme ça on aura le temps de présenter ces différents outils et on pourra y revenir si besoin est. Pierre, c'est à toi. On va enchaîner sur les outils qui relèvent du PLU, du plan local d'urbanisme. Alors, on commencera par une intervention de l'EPFL qui va nous expliquer pourquoi, en soi, la rédaction du PLU, c'est un levier stratégique pour maîtriser du foncier. On continuera sur deux outils qui sont des servitudes administratives, l'emplacement réservé et le secteur de mixité sociale. Et puis on terminera sur l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation. Et j'ai passé la parole à l'EPFL sur cet enjeu de la rédaction du PLU. À travers le PLU, vous, sans le savoir des fois, parce qu'on a un peu tendance à faire la stratégie foncière après avoir fait la règle en fait, d'urbanisme, elle donne la valeur. Elle donne la destination du bien et du coup, elle lui donne une valeur. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on fait nos évaluations effectivement de compte à rebours, comme l'a expliqué Vincent Rémy tout à l'heure. Et si on vient changer à un moment donné la donne, la règle, eh bien on vient changer la valeur du bien. Voilà. C'est ce en quoi c'est très stratégique, j'allais dire, le règlement d'urbanisme, puisque il est dans le nerf de la guerre de dire à un moment donné, je vais fixer des règles qui vont donner une certaine constructibilité, une certaine destination des sols et une certaine constructibilité. Il faut bien que ces règles elles soient bien en cohérence avec réellement votre projet. Je donne un exemple. On imagine avoir on se donne là, par exemple, l'exemple était sur une zone d'urbanisation future. Si on se donne, on délimite une zone d'urbanisation future aujourd'hui et qu'on lui donne un indice qui lui donne une constructibilité immédiate, elle n'aura pas la même valeur que si elle est stricte et du coup qu'elle n'a pas de règle de constructibilité, puisque d'un côté, eh bien, je vais faire une réserve foncière un peu plus long terme avec un risque sur lequel je n'ai pas la notion de constructibilité. De l'autre côté, je me suis donné déjà les règles de constructibilité. Donc, on va mettre en place un peu le système du compte à rebours dont on parlait tout à l'heure, en disant si j'ai des règles, je sais que je peux produire, par exemple, 50 logements sur le secteur. Et ça va me donner une valeur. Je sais quels sont les travaux que je vais devoir réaliser sur le bien. J'ai un petit souci sur mon ordinateur, vous m'excuserez. Et l'objectif, du coup, c'est de mettre bien en adéquation votre stratégie foncière, vos intentions de projet avec la règle.
je donne l'exemple contraire. On imagine une règle qui donne beaucoup de constructibilité et finalement, le projet, pour plein de raisons, vous souhaitez plutôt, à un moment donné, avoir une maîtrise de la densité ou une maîtrise de la constructibilité. On est proche d'un torrent, on est proche d'un ruisseau. Eh bien, il faut bien adapter la règle puisque à l'intention que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment ça mon message. Et les 2 ans là, que je viens de passer à l'EPF, on est sur c'est l'enseignement que l'on a un peu au quotidien, où on peut avoir à un moment donné une survalorisation, une évaluation du coup, une survalorisation du foncier par rapport aux intentions réelles qu'a la collectivité. Très bien. Alors le PLU, effectivement, Sabine en a parlé, il a un volet réglementaire, que ce soit le règlement écrit ou le règlement graphique, qui est assez stratégique. Et puis après, il a en son sein différents outils particuliers qui relèvent du foncier. Donc, je parlais de servitude administrative. Une servitude administrative, c'est une limite qu'une personne publique porte sur une propriété privée. Donc, en urbanisme, les servitudes administratives, elles portent sur la façon d'occuper ou d'urbaniser un bien. Alors, l'emplacement réservé, qu'est-ce que c'est? C'est soit un morceau de parcelle, soit une parcelle, soit un groupe de parcelles contiguës qui va être affecté à un usage particulier, un usage d'intérêt général et qui, en dehors de cet usage-là, sera rendu inconstructible. L'emplacement réservé, il est inscrit dans le PLU à tous les moments de l'évolution du document. Une modification simplifiée du PLU permet de créer des emplacements réservés. Donc, c'est un outil qui est assez populaire et assez facile à mettre en place, qui est beaucoup utilisé par les collectivités. Et vous pouvez l'instaurer sur toutes les zones de votre PLU. Donc, également, on a beaucoup parlé de la question des trames vertes et bleues dans les premiers webinaires. C'est un outil que vous pouvez utiliser dans ce cadre-là dans les zones agricoles et naturelles. En général, il apparaît dans le règlement graphique sous forme de zones quadrillées avec un numéro, puisque les annexes du PLU en général listent l'ensemble des emplacements réservés du PLU. Cette liste, elle se présente d'une façon assez classique, assez claire. Il y a la destination précise. Est-ce que vous affectez l'emplacement réservé pour un équipement, pour du logement social, pour des voiries? Qui est le bénéficiaire? C'est pas forcément l'organe, la collectivité à la manœuvre pour le PLU qui est le bénéficiaire de l'emplacement réservé. Si par exemple vous travaillez avec le département pour la construction d'un collège public sur votre commune, vous pouvez très bien mettre un emplacement réservé au bénéfice du département. Il y a sa superficie puisqu'il peut être plus petit que la parcelle sur laquelle il repose, et puis les références cadastrales précises des parcelles qui sont concernées. Les effets de l'emplacement réservé, je vous en ai parlé, c'est qu'en dehors de la destination prévue, ce foncier est inconstructible. Donc, ça a aussi une influence sur la valeur, effectivement, de ce bien au regard du règlement du PLU. La vigilance, Sabine en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que gréver, poser un emplacement réservé sur une parcelle ne donne pas automatiquement droit de préemption à la commune. Il faut le combiner avec d'autres outils d'acquisition qui peuvent être aussi d'ailleurs l'expropriation. Que peut faire… Oui, vas-y Vincent. Juste un petit point sur les emplacements et la vigilance, c'est que quand vous mettez un emplacement réservé, vous vous mettez aussi au risque de voir le propriétaire vous solliciter très très tôt et peut-être en dehors de votre programmation financière, votre programmation de projet. Un propriétaire qui est propriétaire d'un foncier où il y a un emplacement réservé peut vous demander à tout moment de bien vouloir lui acheter son foncier. Si à ce moment-là, vous n'avez pas les crédits, vous n'avez pas les moyens de racheter le foncier, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation très désagréable où il peut aussi demander la levée de l'emplacement réservé, et auquel cas, vous n'aurez pas pu obtenir votre objet. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vous proposer de réfléchir en termes de projet et de mettre un emplacement réservé quand vous êtes capable déjà de financer l'acquisition, au moins l'acquisition. Et si possible, c'est plutôt de travailler en amont sur de la prospection foncière et d'aller acquérir à l'amiable avant même de mettre un emplacement réservé, et l'emplacement réservé étant
le moyen de figer la rente foncière de ce secteur-là, mais avec un risque de vous retrouver sommé d'acheter le bien. Alors justement, un propriétaire dont le foncier serait grévé d'un emplacement réservé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le conserver en l'état, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui oblige à vendre. Donc, si il n'a pas envie de vendre à la collectivité, il peut le garder. Il peut même le vendre à un tiers si ce dernier veut pas l'aménager. Donc, ça peut, dans certains cas, notamment en ce qui concerne du foncier agricole, il peut y avoir des ventes de ce type-là qui ne changent pas grandement les choses. Et puis, Vincent il vous a parlé en fait du droit de délaissement. Donc, le droit de délaissement, c'est la contrepartie de cette servitude, c'est-à-dire que vous imposez cette limite au propriétaire. Il peut mettre en demeure la collectivité d'acquérir son bien, c'est-à-dire demander à la collectivité de se positionner sur l'achat de ce bien qui est grévé d'un emplacement réservé. Et si la collectivité refuse d'acquérir, et bien effectivement, l'emplacement réservé tombe et il devient caduc. Donc, c'est vraiment un outil à manier avec anticipation. Justement, le témoignage de l'EPFL avec un exemple concret sur l'utilisation de l'emplacement réservé. Alors, c'est vrai que nous, à l'EPFL, on utilise plutôt la question des emplacements. On est amené à intervenir sur les emplacements réservés plutôt dédiés à la mixité sociale, c'est-à-dire aux emplacements réservés de programmes, puisque sur tout ce qui est voirie, c'est de la compétence des collectivités et qui ont leur budget propre pour gérer la partie équipement de l'impôt qu'elles collectent, elle est fait pour ça. Donc, nous, on intervient sur la partie mixité sociale. Ce qui est important pour nous, alors vous allez me dire que j'ai qu'une marotte, mais effectivement, c'est la question de la valeur du bien. L'emplacement réservé, il vient définir un programme, un nombre de logements à réaliser et la part qu'il dédie au logement social. 25%, 50%, la totalité du programme. Et ce programme, en fait, définit une valeur. Voilà. Donc, c'est vrai que et qui peut être différent. Vous voyez, là, par exemple, je suis sur le PLUI et sur la commune des Bains. Alors, aujourd'hui, on est propriétaire. Je vous ai mis des fonciers sur lesquels on est déjà propriétaire. Donc, on a fait un remembrement. Il y a plusieurs maisons. On a fait un remembrement foncier. Là, on va faire cette année la déconstruction des biens pour réaliser l'opération. Donc, voilà, on a défini un programme, ce qui va nous permettre aussi, nous, derrière, de revendre pour réaliser les conditions dans lesquelles on a acquis ces biens. Et du coup, le deuxième exemple qui concerne la question du logement social. Oui, c'était pour montrer, on est toujours sur la partie, donc ce sont 2 ER sur la programmation de logements locatifs sociaux. C'était de montrer qu'on les utilisait, ils étaient utilisés dans les documents d'urbanisme, que la commune soit urbaine, ou là on est au Grand Lens, plus périurbaine ou plus rurale. Voilà, c'est toute taille. La question, elle est de définir. On revient sur la notion de la stratégie foncière tout à l'heure. La collectivité a un projet et elle définit un programme qu'elle affiche. En fait, elle vient définir les règles du jeu. Voilà. Et les règles du jeu, quand on est côté foncier, c'est les règles du jeu financières. À noter d'ailleurs que concernant l'emplacement réservé, c'est l'emplacement réservé dévolu au logement social, c'est le seul cas où vous n'êtes pas obligé dans le PLU de noter un bénéficiaire en amont. C'est-à-dire que vous pouvez simplement noter ce motif-là et vous n'êtes pas obligé de cibler le bailleur social qui bénéficiera de l'emplacement réservé par la suite. Un outil assez proche, une autre servitude qui s'appelle le secteur de mixité sociale ou la servitude de mixité sociale. C'est une servitude du PLU qui mène à la construction de logements locatifs sociaux ou en accession sociale sur du foncier privé ou public, alors qu'il y a plus de sens surtout sur du foncier privé. Concrètement, c'est un outil en fait qui indique un pourcentage de logements d'une certaine catégorie qui seront définis par le PLU à construire dans un périmètre ciblé. Alors, ce périmètre, il peut être très très vaste, hein. Vous pouvez instaurer un SMS sur toute une zone U ou AU de votre PLU. C'est un outil qui ne peut imposer 100% de logements locatifs sociaux, ce qui est logique, hein. L'outil pour faire que du logement social, c'est plutôt l'emplacement réservé. C'est justement un outil qui permet de mixer à la fois les types de filières de logement, donc ça peut être de l'accession privée, de l'accession sociale, du logement social, mais aussi de mixer un peu les fonctions. Vous pouvez aussi demander sur le secteur la construction, par exemple, de locaux de service.
Le périmètre du secteur de mixité sociale, c'est logique, il ne peut être inscrit que dans les zones U ou AU du PLU au moment de l'élaboration, de la modification ou de la révision du document, et vous devez le justifier. Alors, vous pouvez le justifier à travers les objectifs politiques qui sont portés dans le PADD, mais surtout, Sabine en a parlé tout à l'heure, vous pouvez le justifier à travers ce document de planification qui s'appelle le PLH, le Programme local de l'habitat, qui définit la politique de l'habitat à l'échelle de l'intercommunalité, qui notamment donne à chaque commune, en règle générale, des objectifs de production de logement. Donc, c'est un bon moyen de justifier l'instauration d'un secteur de mixité sociale. Il est assez souple cet outil, c'est-à-dire que vous pouvez instaurer un seuil de déclenchement d'obligation de construction de logement. Par exemple, vous pouvez porter ce secteur de mixité sociale sur des grandes zones en pavillonnaires ou en renouvellement urbain et demander à ce qu'il se déclenche que pour les opérations qui concernent par exemple 12 logements, en disant à partir de 12 logements, les opérations devront avoir un tiers de logements locatifs sociaux. C'est assez utile parce que les bailleurs sociaux traditionnels ont des difficultés à se positionner sur des toutes petites opérations de seulement quelques logements. Ils préfèrent avoir des groupes de 5-6 logements au minimum parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Le secteur de mixité sociale, il est intéressant parce qu'il est opposable aux autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire que vous pouvez refuser un permis de construire qui n'est pas conforme à ce qu'il prescrit, et il ne donne pas droit de délaissement aux propriétaires concernés. Comme les emplacements réservés, il est mentionné dans le PLU, et c'est un outil qui est particulièrement utilisé par les communes qui sont en rattrapage au regard de la loi SRU qui a évolué et qui impose pour certaines communes de plus de 3500 habitants 25% de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales. Alors le PFL va nous illustrer le secteur de mixité sociale. C'est plutôt une question aujourd'hui d'intervention. On est parfois amené, je fais le lien tout à l'heure avec les préemptions, à intervenir sur les territoires pour réaliser des opérations de 100% logement social sur des secteurs qui ont été définis, enfin qui ont donc une zone urbaine avec son règlement et un secteur de mixité sociale sur lequel initialement on avait prévu 30, 35%, 25%, par un certain pourcentage de logements locatifs sociaux. Donc je reviens, donc vraiment décidément je n'aurai qu'une marotte, c'est celle du prix du foncier, mais c'est quand même effectivement dans le nerf de la guerre. Et bien quand le règlement du PLU a déterminé un secteur de mixité sociale pour réaliser avec le permis au 35% de logement social, la valeur du bien, elle est l'opérateur, il aura fait son compte à rebours qui intègre 35% de logement social et 65% de logements en accession privée. Donc, c'est déjà bien d'avoir des secteurs de mixité sociale parce que ça vient déjà, vous voyez, abaisser de par une programmation déjà annoncée. La règle du jeu, elle vient caler un prix aux intentions qui sont fixées par la collectivité. Après, effectivement, quand on est amené à intervenir en puissance publique pour on va dire dynamiser des fois la production de logements locatifs sociaux et qu'on veut faire une opération 100% logement social, il se pose toute la question du déficit entre le 35% initialement souhaité et le 100%, parce que la valeur du bien, les domaines, je veux dire, moi, je fais rarement de révision de prix sur des comptes à rebours parce que la révision de la valeur, elle est calée sur le fait de pouvoir réaliser 35% de logement social. Donc, quand on a vraiment une intention de réalisation et de volonté de produire du logement social, moi, je vous invite vraiment à travailler l'emplacement réservé qui définit vraiment le programme, puisque ça va nous définir plutôt la valeur du prix. Le secteur de mixité sociale, eh bien, c'est l'outil de la négociation, de l'urbanisme négocié, où on a un opérateur privé qui réalisera une part de logement social et une autre part de logement privé. Voilà. On va enchaîner sur ce qui est peut-être l'élément le plus stratégique du PLU, l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation. C'est une des pièces obligatoires du document. Elle est indispensable pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone non bâtie, donc les zones AU dites constructibles qui sont immédiatement urbanisables. C'est un outil qui permet à la collectivité d'exposer ses ambitions sur une thématique ou un secteur particulier.
Il peut concerner n'importe quelle partie de la commune. Vous pouvez instaurer des OAP sur des zones U, AU, A ou N, suivant la nature du projet en question. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'il vous permet en fait de maîtriser une urbanisation d'un foncier dont vous n'êtes pas propriétaire, dont vous n'êtes pas obligé sur lesquels vous n'êtes pas obligé d'investir. Donc, pour des collectivités qui ont des capacités d'investissement qui sont quand même aujourd'hui parfois de plus en plus limitées, c'est vraiment un outil qui permet, Sabine en a parlé, de négocier avec les opérateurs, puisqu'il est opposable au tiers, en fait, dans un rapport dit de compatibilité. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre qui est possible dans la délivrance du permis, où vous pouvez dialoguer justement à la fois avec un propriétaire ou avec un porteur de projet pour imaginer l'aménagement qui va avoir lieu, contrairement au règlement du PLU où un rapport de conformité beaucoup plus strict s'impose. Ce que dit la jurisprudence, c'est qu'un PLU communal doit comporter au moins 2 OAP et que ces OAP doivent être cohérentes avec l'ensemble du document et notamment le projet d'aménagement et de développement durable. Donc l'OAP, ce n'est pas un outil pour déroger au reste du PLU. Traditionnellement, on dit qu'il y a deux types d'OAP, les OAP thématiques, donc qui portent sur l'ensemble de la commune sur une thématique particulière, qui peut être la gestion de l'eau pluviale, le patrimoine bâti, les mobilités. Et puis, ce sont les OAP qui sont les plus utilisés, les OAP sectorielles, donc qui, on va dire, exposent les ambitions d'aménagement de la collectivité sur un secteur particulier de la commune. C'est un outil qui est très, très souple. En fait, il s'agit simplement de spatialiser des intentions de projet. Donc, on n'est pas sur demander un programme ou un projet très précis, très ficelé. Déjà, nous, l'intérêt, c'est simplement de pointer quelles sont les ambitions de la commune pour être capable après de négocier avec des opérateurs. Donc, ces ambitions, vous pouvez les pointer avec un schéma, avec un croquis, avec des plans, avec une expression écrite aussi qui pose des éléments de programme, comme par exemple une mixité de fonctions ou des ambiances attendues. Et du coup, le PFL, alors vous avez un exemple d'une OAP sur le secteur de la métropole qui permet un petit peu d'illustrer cet outil. Oui, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple qui illustre ce que tu disais, parce que c'était une réserve foncière qu'on avait acquis depuis longtemps et sur lequel effectivement les élus l'ont transformé dans l'OAP pour donner à voir ce qu'ils attendaient sur ce projet, mais on avait acquis avant l'OAP, très honnêtement. Mais la question aujourd'hui de cette, nous on est confrontés, c'était plutôt un retour d'expérience à la question de faut-il intervenir ou pas dans l'OAP, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une question de maîtrise publique ou est-ce que il y a un autre curseur sur l'urbanisme négocié. On s'aperçoit qu'on a beaucoup d'OAP qui ne sont pas très opérationnels. Parce qu'on n'a pas nécessairement effectivement, alors moi j'en ai dessiné, j'en ai fait quelques-unes, donc je vois maintenant à l'aune de l'épreuve du feu du foncier, il y a des erreurs, je pense que je ne referai pas. La première, c'est de connaître effectivement la nature de sa propriété foncière. Donc c'est pas juste de mettre une intention, mais quand je fais une OAP et que j'ai 36 propriétaires, vous imaginez que celle-là, avant qu'elle soit opérationnelle, va falloir effectivement mettre tout le monde d'accord. Ou aussi, ça peut être une façon de congeler les espérances, comme on dit des fois dans le jargon sur le secteur. Vous savez que celle-là, elle ne va pas sortir tout de suite. Nous, en tant qu'outil de PFL, on est effectivement plutôt amené à un moment donné, des fois, à intervenir sur les secteurs plutôt durs qui font qu'un opérateur privé, dès lors qu'il va avoir plus de 3 propriétaires à les remembrer, il ne va pas s'y attaquer. Je veux dire, c'est un niveau de dureté foncière. On parlait tout à l'heure, c'est un mot que j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, un des critères de la dureté foncière, c'est le nombre de propriétaires avec lesquels il faut discuter pour soit se mettre d'accord sur un projet, soit acquérir le foncier. Donc, le temps, effectivement, d'un opérateur privé n'est pas le temps de l'EPFL. Et c'est vrai que l'EPFL peut être amené à avoir vraiment une intervention dans les secteurs finalement peut-être plus difficiles sur lesquels il faut remembrer peu à peu l'opération, enfin le périmètre pour réaliser l'opération. Et on verra que pour faire cela, il faut aussi s'adjoindre d'autres outils. On parlera de la ZAD tout à l'heure, ou on parlera de la DUP, parce qu'à un moment donné, eh bien, si on veut réellement se donner les moyens
et dans un temps donné, réaliser le projet, il faudra il faut effectivement utiliser tout le panel des outils. Donc on revient sur l'OAP, c'est comme tout à l'heure les questions de règles, elles donnent les règles du jeu, de l'aménagement. Donc il y a des questions de valeur. Aujourd'hui, moi, ce dont je m'aperçois aussi, c'est que des fois, j'ai des OAP qui ne sont pas vraiment en cohérence avec la règle de conformité du document d'urbanisme. Et quand sur un même secteur, j'ai un regroupement de fonciers sur lequel on va faire on va mettre un peu le paquet sur tous les enjeux de biodiversité, et d'autres fonciers, on met toute la valeur de constructibilité. Et vis-à-vis des propriétaires, on a un hiatus qui est compliqué on va dire, parce que le terrain prend pas la même valeur en fait d'un côté. Donc on est bien obligé de mettre ça dans un projet global d'aménagement pour avoir une forme de péréquation. Alors, juste pour terminer sur les OAP, je trouve que malgré tout, même si on est sur un foncier public, dans l'exemple que tu as cité, Sabine, à Saint-Paul-de-Vars, ça montre aussi que l'OAP, elle peut avoir un objectif d'affichage, c'est-à-dire qu'une collectivité peut dessiner une OAP sur du foncier qu'elle possède, à la fois pour montrer quels sont aux habitants quels sont les objectifs qu'elle porte, et puis aussi pour faire venir des opérateurs, puisque les opérateurs privés regardent beaucoup les OAP qui sont rédigées en se disant que c'est des terrains qui sont un petit peu sécurisés pour porter des opérations, et donc ils peuvent aller toquer directement auprès de la collectivité pour proposer des projets. Typiquement, peut-être un petit complément, l'OAP, là, elle nous a bien servi quand on a plutôt fait la session. C'est exactement ce que tu expliquais, c'est quand la session, il y a eu un appel à projet pour réaliser le projet, que j'espère bientôt voir sortir de terre sur le secteur, mais elle a fait effectivement, elle a servi sur l'étape d'après, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a donné la règle du jeu, donné à voir les intentions, et puis faire l'appel à projet de session et choisir un opérateur qui permet de réaliser le projet. Thibaut, est-ce que l'OAP ou les autres outils du PLU suscitent des questions? Plusieurs questions, peut-être pour rester sur ces notions d'affichage politique. Quel serait l'intérêt d'un secteur de mixité sociale sur du foncier public? La question, elle est de montrer, en fait, il y a un moment donné, notamment quand la commune, elle est carencée ou déficitaire, elle doit donner des gages, notamment vis-à-vis de l'État, de la réalisation des objectifs que fixe le PLH. Voilà. Donc après, sur le foncier public, et d'ailleurs, je crois que c'était l'exemple du Grand Lens, on est sur le foncier public, l'emplacement réservé est venu après. Ça donne à voir qu'on va mobiliser une partie de son foncier public pour réaliser les opérations de logements sociaux qui sont peut-être plus compliquées à mettre en œuvre sur les secteurs connexes. Voilà. Après, il faut savoir partager la question de la rente foncière et de mobiliser aussi, de retrouver des fois un petit peu de capacité dans la cession des biens, de retrouver un petit peu de recettes aussi pour la collectivité, parce qu'elle va avoir aussi à financer l'ensemble des équipements du projet. Justement, à ce sujet, est-ce que le taux de logements sociaux défini dans un secteur de mixité baisse-t-il mécaniquement la pression foncière d'un secteur? Alors, il va baisser la question la pression, je ne sais pas, la question du prix, c'est sûr. On a une vraie, parce que c'est la question du compte à rebours qui est immédiatement impactée. Donc, la question du prix, elle l'est. Est-ce que les secteurs de mixité sociale, ils ont pu être utilisés aussi comme des outils pour moins densifier. Soyons honnêtes, hein, on va se dire des choses. C'est-à-dire que quand on met un seuil, des fois à 3, c'est pas tant la part de logement social que le seuil à partir duquel on déclenche le secteur de mixité sociale. On dit, dès lors que je construis 3 logements, il faudra 25% de logements sociaux. Eh bien, ça a eu des fois par effet mécanique, alors qu'on mettait des règles qui permettaient de mieux optimiser le foncier, au lieu de faire 3 lots, vous en faisiez 2, quoi. Donc, il y a eu des effets, il y a des petits effets connexes comme toute règle et comme tout curseur que l'on pose dans une règle. Maintenant, est-ce que la question de la pression, moi, je dirais pas que ça baisse la pression. C'est la question de la valeur du bien.
ça fait beaucoup, sur lequel ça pèse. Oh, du coup, on va rester sur cette marotte. Plusieurs questions sur la valeur, sur la valeur du bien. À quel prix une commune peut-elle acquérir un emplacement réservé destiné à un aménagement type élargissement de voirie, circulation mode doux, situé sur une propriété en cours de vente à un particulier? Et est-ce que le nouvel acquéreur peut exiger de la collectivité que le prix de l'emplacement réservé pour les cheminements doux, par exemple, au mètre carré soit équivalent au prix du reste du bien sur lequel il y aura la maison, par exemple? Ça, c'est une question un peu complexe. Euh, En fait, ce qui fait la valeur du terrain, c'est ce que vous pouvez construire dessus. Donc, il y a des opérateurs qui considèrent, pardon, que à partir du moment où l'emplacement réservé ne vient pas gréver la constructibilité du terrain, si vous faites un cheminement piéton qui va traverser le terrain, vous allez peut-être simplement scinder le programme en deux, mais vous ne diminuerez pas la constructibilité. À ce moment-là, on pourrait estimer que l'emprise de l'emplacement réservé n'a pas de valeur. Ce sera du domaine public. En général, les propriétaires ne voient pas la chose de cette manière et ils considèrent que le terrain, quelle que soit la destination, il a une valeur et que ce n'est pas de leur responsabilité si la collectivité a dit qu'elle voulait mettre un morceau de voirie à cet endroit-là. Et donc, généralement, et là je vous parle avec mon passé de responsable de service foncier dans une collectivité, on négocie le prix du terrain à une valeur forfaitaire. Sur la métropole du Grand Lyon, je crois de mémoire, on était à 75 € du mètre carré en plein centre de l'agglomération pour acheter l'emplacement, même des fois une zone de recul de l'immeuble pour acheter des emplacements réservés. Voilà, c'était une valeur forfaitaire qui était connue de tout le monde. On n'allait pas plus haut que ça et les promoteurs, en fait, le faisaient en connaissance de cause. Mais on peut aussi avoir une négociation avec le porteur de projet, qui n'est pas le propriétaire du foncier, mais en tout cas, c'est lui qui va lui acheter le foncier. On peut avoir une négociation sur une rétrocession gratuite, moyennant des dispositions adaptées en termes de constructibilité. C'est plutôt de la négociation à avoir avec le porteur du projet plus que le propriétaire. Pour rester sur ces notions de valeur de bien, une question sur l'OAP Paysage et Biodiversité qui est intégrée au PLUI de la métropole grenobloise. On pose la question de la définition justement de cette valeur foncière dans la mesure où l'OAP Paysage peut baisser la capacité de construction d'une parcelle, mais qu'il y a des difficultés à apprécier ça sans faire une étude de capacité ou une préinstruction. Voilà. Comment est-ce qu'on peut définir cette valeur du bien avec ce nouvel outil? Eh bien, c'est une question que nous nous sommes posée pas plus tard que la semaine dernière. On se la posait déjà depuis un petit moment. Mais là, notamment face à de l'évaluation sur plusieurs projets de préemption, enfin sur plusieurs secteurs sur lesquels il y avait des questions de préemption qui se posaient. Elle s'est posée dans ces termes-là. En fait, vous avez des règles qui sont en conformité, qui sont dans le règlement écrit. D'accord ? Donc, vous avez des règles qui fixent, qui vont donner une certaine capacité. Et puis après, vous avez des règles en compatibilité liées à l'OAP Paysage qui peuvent revoir plutôt à la baisse cette capacité constructive. Honnêtement, aujourd'hui, va falloir soit qu'on aille faire de la jurisprudence sur le sujet, mais l'OAP Paysage n'est pas, enfin, les prescriptions telles qui sont mises dans l'OAP Paysage, on a du mal à les faire valoir pour faire baisser le prix. Donc ça m'a amené une énorme vigilance avec des collègues des services des communes, puisqu'on a failli faire deux énormes, je le dis, deux énormes boulettes de prix, de valeur. Et encore que les dégâts ne sont pas allés jusqu'au bout. Quand on avait une première étude de capacité d'un opérateur sur une vingtaine de logements dans un secteur.
qui était vraiment basée que sur les règles de conformité, hein, les règles écrites. Avec toujours mes collègues de l'agence d'urbanisme, on a travaillé sur une étude sur le même foncier à avoir les deux règles, enfin, à combiner la règle du règlement de conformité et l'OAP paysage sur ce thème-là. On a abaissé l'étude de capacité à montrer qu'en fait, on ne pouvait faire que 14 logements. Donc, j'en avais 21, 14, il y a un peu l'écart sur la valeur de ce que pouvait être le foncier. Donc on sait que de toute façon la valeur foncière elle va baisser, donc on va surtout pas se précipiter sur la DIA puisque la valeur, la DIA on va la revoir 3 fois, c'est ce qu'on expliquait. Dès lors que la valeur du bien va changer, une nouvelle DIA va être déposée par le vendeur ou son mandataire. Donc celle-là, on est sûr que tant que le permis n'est pas à un moment donné accepté ou proche d'être accepté par la collectivité, on va la revoir au moins 2 à 3 fois par rapport à la baisse du foncier, parce que mécaniquement, bah, ils ont fait une valeur sur 21 logements, si on en a 14, vous imaginez bien que le foncier n'a pas la même valeur. Ah, voilà. Donc il y a une question, donc on s'est dit surtout, pas de précipitation sur les premières DIA qui sortent un petit peu ou qui se précipitent, premier enseignement. Et deuxième temps, on s'est posé la question sur la valeur, comment on pouvait, nous, sur une révision de prix, c'est ça en fait, justifier une révision de prix à l'aune de tous les éléments. Et ben, à un moment donné, il faudra qu'on y aille et on verra quelle jurisprudence on aura. Parce que ça sera une question de jurisprudence. Ça sera une appréciation à un moment donné du juge sur la prise en compte de l'OAP paysage, sur son impact, sur la capacité constructive et et à un moment donné, il va regarder quelles règles entre la règle de conformité et la règle de compatibilité. Aujourd'hui, moi, je les mets côte à côte, puisque tout ça, ça fait un même projet. Est-ce qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, entre guillemets, dans la valorisation du bien? J'ai malheureusement un peu peur qu'effectivement, la règle de conformité l'emporte. Et donc, une des questions, ça va être de dire qu'il faut intégrer un certain nombre de prescriptions de l'OAP paysage dans des règles de conformité pour que réellement on ait un impact et sur les permis, parce qu'il y a une question de refus de permis. Est-ce qu'on peut à un moment donné, jusqu'où on va pouvoir aller sur le refus de permis et sur la question de la valeur et les révisions de prix des biens. Aujourd'hui, le premier enseignement, c'est de dire sur les DIA, quand elles nous semblent surévaluées dans la valeur foncière par rapport à la capacité qui est projetée, il est urgent de ne pas se précipiter. On a un témoignage d'un maire de la métropole sur les orientations d'aménagement et de programmation. Il nous indique qu'elles soulèvent souvent des oppositions fortes des riverains avec un impact possible sur la révision du PLU, le commissaire enquêteur étant à l'écoute des plaignants. C'est un témoignage d'un maire de la métropole. Une autre question par rapport au fonctionnement de l'EPFL, et après je prendrai encore une autre question et puis on enverra les autres à la fin pour laisser le temps de développer aussi les autres outils qui seront présentés ce soir. Un bien de l'EPFL peut-il être loué avec un bail spécifique dans l'attente du projet? Un bien porté par l'EPFL. Oui, alors en fait, statutairement, un EPFL sert à faire de la réserve foncière, hein, et donc à ce titre-là, on n'a pas la possibilité on n'a pas une grande possibilité en termes de contrat de mise à disposition. Et en fait, on est essentiellement sur des contrats, on appelle des conventions d'occupation précaire, ou des contrats d'occupation temporaire. On parle aussi d'usage transitoire, mais ce sont toujours des contrats à des durées déterminées qui sortent du droit commun des contrats classiques, baux commerciaux ou bien baux d'habitation. On reste vraiment sur cette formule d'un contrat qui aura une durée de vie d'1 an et qu'on pourra renouveler peut-être 1 fois ou 2 fois maximum. Très bien. Une autre question sur les secteurs de mixité sociale. Comment se fait-il qu'il existe des secteurs de mixité sociale dans des communes de moins de 3500 habitants et quelle est la valeur opposable de ces servitudes? La servitude, elle est dès que vous avez un habitant, dès que vous avez un document d'urbanisme, ce n'est pas une notion d'habitant, c'est pas parce que vous seriez astreint à la SRU que vous devriez que vous êtes ce secteur. Cet outil est mobilisable. Il est mobilisable pour mettre en œuvre une politique. Voilà. Donc, vous voyez plus ou moins de 3500 habitants, c'est pas un seuil
C'est la commune et son intention de voir à un moment donné se développer du logement social sur son territoire. Ce qu'il faut plutôt regarder par rapport à votre, suivant où est située la commune, c'est quelle réalité économique et quel besoin, et quelle réalité économique de la réalisation de l'opération. Dans des petites communes, on a souvent tout un panel d'offres autour du logement communal, l'ancienne cure, l'ancienne école, qui permet de répondre aussi à l'offre et aux besoins. Donc, ce qui avait été fait, je le fais de mémoire, c'était sur l'interco de Bièvre-Est dans le cadre du PLH, c'est de dire, au lieu que chacun ait son petit programme de logement social et qu'on n'arrive pas à un moment donné à réaliser chacun notre programme, on met un effort pour avoir un programme de 10-12 logements dans une commune pour 3, pour plutôt répondre à un petit bassin de vie que chacun le sien. Parce qu'on peut avoir effectivement entre le développement de l'offre communale dans les bâtiments communaux et un programme, voilà, on sait qu'à une douzaine de logements, on peut essayer de faire quelque chose. Une dernière question, après je laisse la main à Pierre. Une commune qui est couverte par un PLUI a 2 zones AU strictes dans ce document d'urbanisme, mais pas de projet immédiat. Voilà. L'Interco souhaiterait que dans le cadre de la prochaine révision, ces zones passent en agricole. Voilà. Il demande comment garder ces terrains en zone AU stricte et est-ce que ça a un intérêt aussi que de garder ces terrains en zone AU stricte? Je vais vous retourner la question. Quel est le projet de la collectivité en termes de développement? C'est-à-dire qu'une zone AU stricte, elle vient effectivement dire, à un moment donné, là, je vais aménager à un moment donné mon territoire. Voilà. Donc, c'est plutôt la question de se dire, par rapport au développement de la commune, quelle politique voilà, d'aménagement et d'anticipation des secteurs d'extension de la collectivité on cherche à avoir. Il faut savoir quand même aujourd'hui, à l'aune du zéro, mais Pierre le dira sûrement mieux que moi, hein, à l'aune du zéro artificialisation nette, aujourd'hui, ouvrir une zone à urbaniser stricte et l'ouvrir à l'urbanisation, il va falloir sacrément montrer patte blanche sur le fait qu'on a utilisé toutes les capacités de la zone urbaine du territoire. Donc, c'est un peu à l'aune des capacités de la zone urbaine de la commune qu'il faut aussi s'interroger sur la pertinence ou pas de conserver ces zones de développement futur. Merci pour ces réponses. Je laisse la main à Pierre pour la suite de la présentation. On va enchaîner par l'ultime chapitre de ce webinaire, les outils relatifs à l'urbanisme de projet, donc des outils qui sont un petit peu plus lourds et qui relèvent plus de l'anticipation en termes d'aménagement. Donc, on va commencer par 2 outils qui sont intéressants parce qu'ils vous permettent de geler des secteurs entiers le temps de réfléchir à leur aménagement, le périmètre de sursis à statuer et le périmètre d'inconstructibilité. Et puis, on enchaînera sur 2 outils un petit peu plus complexes encore, la zone d'aménagement différé et la zone d'aménagement concerté. Le périmètre de sursis à statuer, c'est un outil qui vous permet, sur une période donnée, de retarder l'octroi d'une autorisation d'urbanisme. C'est un outil qui permet à la collectivité de surseoir à statuer. En français de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire, surseoir à statuer? Ça veut dire attendre avant de donner sa réponse. Et en l'occurrence, c'est de donner une réponse relative à une demande d'autorisation d'urbanisme. Vous pouvez le mobiliser lorsque cette demande d'autorisation d'urbanisme, elle compromet ou elle pourrait rendre plus onéreuse la réalisation d'un projet de la collectivité. Donc, pour mettre en place ce périmètre, donc c'est à mettre en place suite à une délibération de la collectivité qui à la fois le motive et le situe. Alors les motivations, la plupart du temps, c'est lors de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, notamment après la phase PADD, lorsque vous travaillez sur à la fois le règlement et notamment l'élaboration des OAP, ce chapitre assez stratégique des OAP, vous pouvez instaurer un périmètre de sursis à statuer qui vous permet de bloquer entre guillemets le secteur pour pas compromettre la future OAP. Aussi dans le cadre d'une étude particulière qui peut être
le travail sur la rédaction d'un secteur de plan masse, par exemple. On parle souvent de périmètres d'études. Ce sont en fait des périmètres de sursis à statuer qui sont créés dans le cadre d'une étude particulière. Vous pouvez instaurer aussi ce périmètre dans le cadre de la mise en œuvre d'une ZAC, qu'on va aborder tout à l'heure. Lors de la phase d'enquête publique préalable à une expropriation, lors d'une opération d'intérêt national ou cas particulier lors de la création d'un parc national. Donc, elle peut s'imposer à toutes les demandes de permis, toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme possibles et sur tous les secteurs de la commune. La décision de surseoir est prise lors du délai d'instruction du permis. Donc, c'est un délai qui est assez court et qui est de 1 à 3 mois selon la demande qui vous est soumise. Le périmètre est valable 10 ans, mais attention, vous n'avez que 2 ans pour différer la réponse. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, si la collectivité n'a pas répondu, on considère qu'elle a donné accord tacite. Et là encore, le périmètre de sursis à statuer donne droit de délaissement au propriétaire qui peut être mis en place à l'issue des 2 ans, du délai de 2 ans qui est laissé à la collectivité. Je vais laisser le PFL illustrer avec un projet métropolitain cet outil. Oui, alors c'est vrai que c'est pas donc c'est pas le PF1 qui le met en place, on est bien sur la collectivité. Moi, c'est que j'ai des fonciers qui sont situés dans ce périmètre de sursis à statuer. Donc là, on est sur le secteur de Grande-Alpes, centralité sud de la métropole, qui a défini un périmètre de sursis à statuer parce qu'elle avait défini une opération et elle a une opération d'ensemble sur le secteur et ça permet à un moment donné d'avoir quand le projet commence à être défini mais pas totalement calé, c'est-à-dire qu'on a quand même, on est entre 2 étapes, hein, c'est-à-dire que il n'est pas fait, il n'est pas là non plus pour empêcher de faire. Alors, on l'utilise un peu comme ça aujourd'hui des fois, hein, je dis un peu aussi. Hein. Là, puisqu'il faut quand même le définir, il faut le motiver. Donc, c'est qu'on a bien une intention, et plus qu'une intention, il y a un projet et une opération globale sur un secteur. Là, il est très grand, hein, des fois, il est beaucoup plus petit, le long d'une rue, il est beaucoup lié à des intentions, souvent d'aménagement aussi d'espace public. C'est pas qu'une question d'opération au sens immobilière du terme, c'est vraiment une opération au sens d'aménagement et beaucoup de notions d'espace public. Et de temporalité aussi, qu'on peut avoir des opérations d'une opération immobilière les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc là, voilà, j'en ai pris une parce qu'en ce moment, je suis dans l'actualité de ce secteur-là. On en a plusieurs hein, sur la métropole, peut-être un peu moins sur les autres territoires sur lesquels on intervient. Voilà, c'est un outil qui n'empêche pas hein, de faire. La question du sursis à statuer, il y a un permis qui arrive et si on imagine que ce projet il rend plus onéreux l'opération de la collectivité, il y a bien une notion hein, quand même de rendre plus onéreux et d'empêcher la mise en œuvre du projet de la collectivité, alors il y a sursis à statuer. Mais les permis peuvent aussi être délivrés parce qu'ils correspondent aux intentions de l'opération d'aménagement dans ce secteur-là. On va continuer sur un outil qui est finalement assez proche, mais qui permet des choses différentes, qui est le périmètre d'inconstructibilité, qu'on appelle aussi le PAPAG, le périmètre d'attente de projet d'aménagement global. Alors cette fois, c'est contrairement au périmètre de sursis à statuer, on est sur une servitude du PLU qui est uniquement délimitable dans les zones U et AU du document et qu'on peut néanmoins mettre en œuvre à toutes les phases d'évolution du PLU. Contrairement aussi au permis de sursis à statuer, le périmètre d'inconstructibilité ne porte que sur les demandes de permis de construire avec une certaine souplesse, c'est-à-dire que vous pouvez refuser les demandes de permis de construire qu'à partir d'un certain seuil de surface constructible, c'est-à-dire que vous pouvez dire je n'interdis que les demandes de permis de construire pour les constructions au-dessus de 50 ou 100 mètres carrés. Vous pouvez de ce fait ne figer que partiellement un secteur et permettre quand même qu'il vive le temps du périmètre. Là encore, vous pouvez l'utiliser pour toute étude particulière qui peut être l'élaboration d'une OAP, qui peut être travail sur un secteur de plan masse, donc sur un projet d'aménagement très abouti, sur une zone d'aménagement concerté. Vous n'êtes pas obligé de le justifier par une étude préalable. Vous n'êtes pas obligé de concrétiser à la fin le projet. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler sur un secteur de plan masse
et au final, à la fin des études, arriver à la conclusion que économiquement votre projet ne tient pas et de l'abandonner. Il n'y aura pas de problème pour la collectivité à ne pas mettre en œuvre ce projet. Et là encore, les propriétaires bénéficient du droit de délaissement pour cet outil-là. Le PFL, autre exemple avec le PAPAG. On t'entend pas, Sabine. Oui, si je mettais mon micro en marche, ça a effectivement marché mieux. Donc, je suis encore sur le site de la métropole, mais c'était parce qu'on est par exemple sur un foncier qu'on a acquis là récemment, qui était la fac de pharma, l'ex-fac de pharmacie à Mélan, où on a un projet, il y a un projet, la collectivité a un projet d'aménagement d'ensemble avec le regroupement des équipements. On est à côté de la mairie, on est sur, voilà, sur une des dernières réserves foncières d'importance et de création d'un centre. Hein. On est vraiment sur la question d'un des centres et d'un des cœurs de ville. Donc, il y a un périmètre un peu plus grand. Vous voyez, c'est le périmètre qui est tout assuré, qui prend voilà, une partie des équipements publics et une partie de foncier que l'on a acquis aujourd'hui. Et on se laisse le temps, en fait, d'un projet d'ensemble, puisqu'on n'a pas le temps, on va dire, dans le temps du PLU, de réfléchir à l'organisation de l'ensemble de ce secteur. Voilà. C'est des opérations aussi à tiroir. Dans ma vie précédente, il me semble que j'en avais fait un, par exemple, sur la commune du Touvet aussi, des mémoires. On avait un secteur où on est aussi souvent dans les centralités. En fait, on est beaucoup, souvent, ces papas sont localisés dans les secteurs de centralité où on recrée des centralités. Et un remembrement, il y a toute une réflexion autour aussi du remembrement foncier dans ces secteurs-là un peu complexes. Et oui, petite précision, le PAPAG permet pendant 5 ans de refuser un permis de construire, donc ça laisse quand même le temps d'élaborer des projets, contrairement peut-être au permis de sursis à statuer qui ne permet de surseoir à statuer que sur une période de 2 ans, qui est un petit peu plus restreinte. On va continuer sur la zone d'aménagement différé, qui est un outil qui a un nom un petit peu trompeur parce que c'est pas un outil qui permet d'aménager directement. La ZAD, la zone d'aménagement différé, c'est un outil qui permet de faire des réserves foncières en maîtrisant le coût. C'est un vieil outil de l'urbanisme qui date des années 60 et qui portait beaucoup traditionnellement sur des longues opérations, des opérations de long terme, sur des surfaces importantes, en général sur du terrain nu. Avec à chaque fois des projets, les mêmes projets en fait qu'on retrouve à la fois pour la DUP ou pour l'emplacement réservé, des projets relatifs à la politique de l'habitat, à la question de l'activité économique. C'est un outil qui a été beaucoup mobilisé pour créer des parcs d'entreprises, par exemple. La création d'activités de loisirs ou de tourisme, on s'en est aussi beaucoup servi pour les parcs d'attractions, pour les équipements collectifs, dans l'habitat ancien pour lutter contre l'insalubrité. Les secteurs de renouvellement urbain et là encore pour sauvegarder le patrimoine. Donc, vous pouvez l'utiliser que pour ces objectifs-là. Vous ne pouvez pas, par exemple, créer la ZAD pour une politique locale agricole, par exemple. Alors, qui peut créer la ZAD? La ZAD, traditionnellement, c'est une compétence de l'État. C'est le préfet en fait qui peut instaurer un périmètre de ZAD, il peut l'imposer aux collectivités, hein, même si elles ne sont pas d'accord. Et c'est aussi une compétence qui peut être dévolue au président de l'EPCI s'il a l'accord de toutes les communes du périmètre pressenti pour cette ZAD. C'est un outil qui est différent, qui n'entre pas ni en cohérence ni en compatibilité avec le PLU, mais par contre qui doit être compatible avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, ce grand document de planification qui en général est commun à plusieurs intercommunalités. C'est un outil qui a une validité de 6 ans renouvelable plusieurs fois. Donc, si vous le justifiez, il peut s'étendre sur une période assez longue et vous pouvez le supprimer à n'importe quel moment. Concrètement, la ZAD, en fait, elle instaure un droit de préemption sur un secteur particulier qui peut être mis au bénéfice de n'importe quelle personne publique, éventuellement aussi un établissement public foncier, voire un concessionnaire d'une opération d'aménagement comme le concessionnaire d'une zone d'aménagement concertée. Les transactions qui sont intégrées dans ce dispositif sont les mêmes que dans le droit de préemption urbain renforcé. Et donc là encore, il faut être vigilant à n'importe quelle transaction. La collectivité doit saisir l'avis des domaines.
La ZAD peut être instaurée partout. Donc, contrairement au droit de préemption urbain, vous pouvez en créer en zone agricole et naturelle, même si on l'a vu avec le zéro artificialisation nette, le recours de cet outil sur ces secteurs-là va être de plus en plus restreint. Et s'il y a un droit de préemption urbain qui existe déjà sur la commune, la ZAD s'impose à celui-ci sur les zones U et AU. Alors, ce qui est intéressant, et c'est l'élément, le levier le plus stratégique de la ZAD, c'est que au moment des transactions, si vous avez recours au juge de l'expropriation, pour évaluer la valeur du bien, le juge prendra comme date le moment de création de la ZAC. C'est-à-dire que si vous changez le PLU, on parlait tout à l'heure de ce levier qui est la rédaction du règlement du PLU, si vous modifiez votre PLU, si vous avez d'autres projets qui peuvent éventuellement faire changer la valeur du bien, eh bien le juge prendra en compte cette date qui peut être très ancienne au regard du temps de l'acquisition et donc qui est plutôt intéressante pour la collectivité. C'est vraiment un outil anti-spéculatif qui donne là encore droit de délaissement aux propriétaires. Alors un exemple, là encore sur la métropole, le PFL pour cet outil. Oui, en fait, moi j'en connaissais deux ZAD qui sont plutôt en zone urbaine, qui sont des outils de renouvellement urbain. Alors, ce que disait Pierre, voilà, était intéressant, c'est-à-dire que la ZAD, elle est faite à un moment donné pour fixer un prix de référence à sa création, et on a tendance il faut l'instaurer avant qu'on vienne quelque part changer la destination. C'est-à-dire que, par exemple, Mélan l'avait fait aussi sur InnoValley, sur une partie où à un moment donné, on se posait la question de la stratégie urbaine de la commune était de dire il va falloir intégrer de la mixité de logements dans le nord de InnoValley, avant de faire cette bascule-là dans le règlement d'urbanisme où on vient fixer la valeur et qu'on vient remettre de la valeur d'habitat qui est souvent une valeur supérieure, on va dire financièrement, à une valeur économique. Elle a instauré une ZAD, et là on l'avait aussi sur la ZAD du Tremblay, sur le secteur des Chirolles, où on a de la mutation de secteur économique vers quelque chose de plus mixte et une partie notamment habitat, où on avait du coup potentiellement un changement de charge foncière et un changement de valeur qui pouvait mettre à mal la politique de renouvellement urbain. Donc la ZAD, on intervient aujourd'hui dans ces deux périmètres. Sur la métropole, sur nos autres territoires, on n'a pas été amené à travailler sur des ZAD. Aujourd'hui, se posent des questions de ZAD, par exemple, sur des réserves foncières de zone AU, sur l'extension de développement, notamment pour de l'habitat, et maîtriser des prix de foncier qui pourraient effectivement s'envoler à partir du moment où on a fixé la règle de zone AU. Très bien. Et on va terminer par peut-être l'outil le plus complet et complexe qui sera abordé ce soir, qui est la zone d'aménagement concerté, qui est une petite machine de guerre de l'aménagement parce qu'elle permet. Donc c'est une procédure qui est adaptée à des projets structurants qui impliquent des fonctionnements mixtes, qui peuvent être à la fois des fonctions économiques, des fonctions d'habitat, qui doit mixer équipement public et équipement privé, pardon, et qui s'adresse, on en a parlé, assez bien à des secteurs qui sont assez complexes au niveau foncier, avec des multiples propriétaires et notamment des secteurs en renouvellement urbain. C'est un outil qui permet d'aménager des grandes zones sur des temps assez longs là aussi à travers un phasage des travaux, qui vous permet surtout, et c'est le vrai intérêt de la ZAC, c'est de faire participer des opérateurs privés au financement de certains équipements. On va aborder ce point-là, mais c'est vraiment la particularité de cet outil-là. Et c'est un outil qui, dans les faits, est assez déconnecté du PLU, mais qui peut judicieusement plutôt s'élaborer en parallèle de l'élaboration d'un PLU. Alors attention, en périphérie des communes, on voit souvent des panneaux avec marqué ZAC, et ça correspond plutôt à des zones d'activité commerciale, donc des zones qui n'ont rien à voir avec ça. Il ne faut pas confondre avec la zone d'aménagement concerté. L'initiative de la ZAC, elle peut venir de n'importe quelle personne publique. Elle implique néanmoins de définir un périmètre et surtout, dès le départ, un temps de concertation qui est assez important, notamment avec les habitants, les différentes associations locales, donc qui doivent un petit peu statuer sur l'opportunité de la création de l'utilisation de cet outil-là.
C'est un outil aussi qui rapidement va demander des évaluations importantes et notamment des évaluations environnementales, une étude d'impact qui sera obligatoire pour tous les périmètres supérieurs à 10 hectares et qui pourra être imposée pour des ZAC de périmètre supérieur à 5 hectares. Et puis qui peut exiger aussi une évaluation agricole si la ZAC a des conséquences sur ces enjeux-là. Vous avez ensuite de nombreux dossiers successifs qui vont être élaborés au fur et à mesure de l'élaboration de cette ZAC, donc un dossier de création, et puis au moment où on va aller plus finement sur l'aménagement concret aussi des dossiers qui à chaque fois devront être approuvés par la maîtrise d'ouvrage. L'aménagement de la ZAC qui peut concrètement être conduit en régie par la personne publique qui a son initiative, même si c'est assez rare. La plupart du temps, la ZAC, elle va être concédée sous concession d'aménagement à un opérateur qui peut être une société d'économie mixte, voire un aménageur privé. Quelles sont les conséquences de l'instauration de la ZAC en matière foncière? Elles sont assez limitées. Elles donnent pour les propriétaires droit de délaissement et elles permettent, on l'a vu, à la collectivité de surseoir à statuer, mais la ZAC ne donne pas automatiquement droit de préemption s'il n'a pas été instauré. Alors, elle permet de justifier le recours de cet outil-là. Elle ne donne pas non plus automatiquement droit d'expropriation. Il faut mener en parallèle une DUP. Là où elle a un intérêt, la ZAC, là encore, c'est que si vous devez solliciter le juge de l'expropriation, il prendra comme référentiel la date de création de la ZAC. Donc là aussi, si on a fait évoluer le secteur, si on lui a donné des droits à construire bien supérieurs à ce qui était à l'initial et donc une valeur foncière bien plus importante, on peut arriver à contrôler les coûts d'acquisition avec cette possibilité-là. Le financement des équipements publics, je disais que justement la ZAC, elle permet de faire contribuer des opérateurs privés à certains coûts liés à sa création. C'est un système un petit peu complexe qui s'appelle le système de la charge foncière, où on va pouvoir justement permettre à l'aménageur de la ZAC ou les opérateurs privés qui interviendront dessus de contribuer à la fois au financement d'infrastructures comme des voiries, comme des réseaux, voire de ce qu'on appelle les superstructures. Ça peut être une école, un équipement public. Quelles sont les contreparties? Bien, c'est que le contributeur aura droit à une dérogation du paiement d'une fraction de la taxe d'aménagement, de la part communale et intercommunale de la taxe d'aménagement. Et surtout, il ne pourra contribuer qu'à proportion de l'utilisation réelle de ces équipements publics. Donc là encore, c'est l'objet d'une négociation au moment où vous dialoguez collectivité avec ces opérateurs privés. Et la ZAC, elle peut là encore être supprimée à n'importe quel moment, même s'il y a un dossier de suppression qui doit être réalisé. Donc voilà, c'est un outil, si on peut le résumer, qui est quand même assez lourd, qui permet beaucoup de choses, mais qui est assez lourd en termes notamment d'ingénierie interne, donc qui s'adresse plutôt à des territoires urbains, et qui aussi par ailleurs peut être soumis au préalable à l'organisation de fouilles archéologiques préventives qui sont aussi à la charge des collectivités. Donc c'est aussi à avoir en tête dans le montage économique de cet outil. Le PFL avec un exemple de ZAC en Pays Voironnais cette fois. Oui, donc on est à Voiron, c'est la ZAC Rossignol. On est intervenu sur la dépollution et déconstruction du site de Rossignol et qui aujourd'hui on revend à la collectivité qui aménage le secteur voilà, de la ZAC. Petite vigilance, c'est qu'on a un peu tendance à imaginer qu'une fois qu'on a créé la ZAC, ça va résoudre tous nos problèmes fonciers. Que nenni. S'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, je ne pourrais pas à un moment donné, si le propriétaire il veut pas vendre, il veut toujours pas vendre. Et c'est pas la ZAC qui me permettra d'acquérir, c'est bien la DUP, la déclaration d'utilité publique qu'on aura et la procédure d'expropriation qu'on pourra avoir grâce à cette DUP pour acquérir s'il y a besoin le foncier. Alors, juste pour résumer, parce qu'au fond, ce soir, on vous a un peu illustré ce qu'on appelle la boîte à outils du foncier, c'est-à-dire différents outils qui permettent d'intervenir sur le foncier, à la fois pour l'acquérir, pour réfléchir à son aménagement, voire pour directement l'aménager, sachant qu'il existe encore
toute une panel d'outils pour aménager qu'on n'a pas évoqué ce soir, comme le PUP, le projet urbain partenarial, la taxe d'aménagement majorée qui ont pu être évoqués dans les webinaires précédents et qui permettent également d'aménager, et puis des outils qui sont un petit peu hybrides, qui peuvent vous permettre de constituer ce qu'on appelle cette stratégie foncière dont on a beaucoup parlé ce soir. Thibaut, est-ce que ces sujets ZAC, ZAD et périmètre ont suscité des questions? Oui, plusieurs questions. Une première question sur les ZAD et les ZAC. Est-ce que le PFL, vous avez déjà rencontré ce type d'outils dans des communes qui sont RNU? Non, 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 c'est pas. Alors, la ZAC, c'est carrément pas. C'est vraiment un outil d'aménagement concret, donc on n'est pas. Comme ça, je l'ai pas eu moi en face. Et la question de la ZAD, elle aurait pu se poser. Non, mais non, il faut quand même être une zone urbaine, donc non, non, non. Bon, il faut avoir des zones urbaines et des zones urbanisées, donc il faut quand même avoir eu défini une forme de zonage. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais statutairement, les établissements publics fonciers ne peuvent pas être un opérateur d'aménagement. On n'a pas la possibilité d'être aménageur. Donc, on se situe toujours en amont. On appelle ça d'ailleurs dans notre jargon le proto-aménagement. C'est les acquisitions et tous les travaux qui vont permettre d'amener un foncier qui va être à aménager. Donc, on est plutôt, et ça, on a des exemples où on vend après le foncier à des opérateurs qui peuvent après, avec la collectivité locale, gérer une ZAC ou gérer une opération très classique d'aménagement sans outils coercitifs. Et à ce moment-là, c'est eux qui ont la charge de mener ces outils. Nous, on intervient toujours en amont, en fait. Merci pour ces compléments. Plusieurs questions sur les sursis à statuer. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il suffit qu'une OAP sectorielle soit en cours de réalisation pour pouvoir surseoir à statuer sur un projet, un permis? Alors là, je pense que c'était plus une question qu'il faudra poser aux juristes de l'agence d'Urba ou sur le secteur. Il y a une notion pour le sursis à statuer dans la motivation. Alors, je fais appel à ma mémoire d'urbaniste qui a fait des PLU pas plus tard qu'il y a 2 ans. Motivé par le fait que l'opération qui est envisagée, donc le permis qui est envisagé, va rendre plus onéreux l'opération globale qui est envisagée par la collectivité. Donc c'est plutôt voilà, cette notion d'explication du pourquoi du sursis et de la motivation du sursis. Donc si l'OAP sectorielle, je dis ça, montre qu'à un moment donné, on veut un aménagement d'un espace public ou une reconfiguration d'espace public là où était envisagé le projet comment dire, le permis. Voilà, il y a hiatus entre voilà, les deux intentions. Donc il y a toute une question autour de la justification et un peu au cas par cas. Donc voilà, à manier effectivement un petit peu prudemment sur la motivation. C'est vrai que sur ces questions-là, la DDT n'est pas avec nous ce soir pour intervenir, mais n'hésitez pas à vous référer aussi à votre référent DDT qui était présent sur les 2 premiers cycles enfin sur les 2 premiers modules de ce webinaire. Une autre question, pour geler une zone en attente d'une étude urbaine, quels arguments permettent de choisir entre le PAPAG et le sursis à statuer? Qu'est-ce qui fait que les élus peuvent se diriger plutôt vers tel outil que tel outil pour bloquer l'évolution de cette zone en attente de l'étude? De savoir quels sont les objectifs plus précis. Là, quand je me suis posé la question, alors là vraiment, c'est plus le PFL qui parle, hein, c'est vraiment mon passé d'urbaniste qui a fait des PLU. Quand je me suis posé des fois les questions entre les 2 outils. Le PAPA, à un moment donné, j'ai quand même une question de recomposition d'équipement et il y a bien une notion de maîtrise foncière qui arrive derrière et de recomposition, de remembrement, de création de centralité. On a l'intention d'avoir une OAP sur le secteur et on n'a pas eu le temps de la faire, donc on se réserve le temps de réaliser le projet. Voilà. Sur le périmètre à statuer, aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi le périmètre de prise en considération d'un projet d'aménagement, souvent c'est un périmètre déjà beaucoup plus large. Hein, le PAPA était un périmètre souvent plus petit.
qui concerne quelques parcelles. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec Mélan. Le périmètre de prise en considération d'un projet d'aménagement est sur une vision souvent beaucoup plus, peut être sur une vision plus large dans le périmètre et interpelle plutôt à un moment donné quand on recompose des équipements publics. On ne veut pas nécessairement intervenir complètement sur la maîtrise du foncier ou le projet, mais plutôt la recomposition des espaces publics. Voilà ce que je peux d'expérience mettre comme curseur. Bonne soirée à vous et à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir.